La balle qui devrait avoir tué Juno Bay a sculpté un chemin à travers la pluie à la place. Manquant son crâne de la largeur d'un souffle, les lumières néons du District International ont saigné cramoisi à travers l'allée glissante de pluie où il était supposé mourir. 6 hommes, 6 armes, 0 route d'évasion. Son détail de sécurité gisait immobile dans des flaques d'eau sombres et de sang plus sombre s'étendant. Il a ajusté les poignets de son costume Armani ruiné avec la même précision qu'il avait utilisée pour bâtir un empire, acceptant la fin avec une dignité froide. Le tatouage du dragon Gum Ringong apparaissait à travers sa chemise blanche déchirée, l'encre semblant se tordre dans la lumière hésitante d'un lampadaire mourant. Puis les freins d'un vélo électrique ont crissé à travers l'averse et tout a changé. Nina Roberts a dérapé dans l'allée, son vélo de livraison cabossé pulvérisant de l'eau sur le béton. 27 ans, silhouette athlétique noire cachée sous une veste trempée de pluie, avec des bandes réfléchissantes et un logo d'entreprise qui la payait en espèces. Ses stress box étaient tirés en arrière, son visage ne montrant rien d'autre que l'irritation épuisée de quelqu'un travaillant un double quart qui venait de tomber sur une autre impasse. Les 6 assassins n'ont même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. Juste un autre morceau du bruit de fond de la ville, un mobilier urbain avec un pouls. Mauvaise direction, a marmonné l'un d'eux en coréen, lui accordant à peine un regard. Il n'avait aucune idée de ce qu'il regardait. Les yeux de Junho ont trouvé les siens pendant une fraction de seconde. Froid, calculateur, déjà résigné, le regard d'un homme qui avait cessé de demander grâce des années auparavant. L'assassin principal, un homme bâti comme un congélateur industriel, avec un tatouage au cou qui le marquait comme faisant partie de l'équipe Sanyong, a fait un geste avec son arme. « Allez-y, ma belle, cela ne vous concerne pas. » Na n'a rien dit. Ses yeux bruns ambrés ont balayé la scène avec une précision qui aurait averti quiconque y prêtait réellement attention. Position des armes, route d'évasion, angle mort. La façon dont Juno favorisait son côté gauche suggérait une blessure aux côtes. Le motif de sang sur son col était une projection artérielle, mais pas la sienne. L'un des hommes, agacé par sa présence, s'est avancé et a donné un coup de pied violent à son vélo. Le sac de livraison a heurté l'asphalte mouillé avec un bruit de corps qui tombe. Tout s'est arrêté. Na n'a pas crié, n'a pas bronché. Elle a juste soupiré. Une longue expiration épuisée qui semblait porter 14 mois à essayer d'être quelqu'un d'autre. Puis elle s'est tournée pour regarder l'homme qui avait frappé son vélo, et ses yeux sont passés de travailleuse fatiguée à quelque chose d'ancien et d'absolument vide. Le premier homme n'a même pas vu son mouvement. Un instant, il souriait, pensant qu'il avait effrayé une civile malchanceuse. L'instant d'après, la botte de Na traçait un arc dans l'air épais de la pluie, en un coup de pied hache parfait, qui s'est abattu sur la jonction de son cou et de son épaule avec une précision chirurgicale. Le craquement de sa clavicule se brisant a résonné sur les murs de briques. Il s'est effondré comme une marionnette aux ficelles coupées. L'allée est tombée dans un silence si complet que Jono pouvait entendre le sifflement de la pluie frappant le trottoir chaud. 5 assassins ont regardé leur partenaire, gisant immobile aux pieds de la femme à la veste de livraison. Le mépris dans leurs yeux a vacillé en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Tu es là », a aboyé le chef. « Tu es là d'abord. » 3 d'entre eux se sont précipités sur Na, tandis que 2 sont restés concentrés sur Juno. Assez professionnels pour ne pas oublier leur cible principale. Na n'avait pas d'armes, pas d'armure, seulement une mémoire musculaire qu'elle avait passé plus d'1 an à essayer d'oublier. Le premier attaquant a balancé un bâton télescopique. Elle a bougé comme de l'eau, redirigeant son élan et utilisant son propre poids pour projeter son visage contre le mur de briques. Son nez s'est brisé avec un craquement humide. Le deuxième a sorti un couteau, la lame attrapant la lumière néon alors qu'elle s'abattait vers sa gorge. Elle s'est penchée en arrière, le tranchant passant de ses près pour séparer la pluie devant son visage, puis a pivoté et a enfoncé son talon dans sa rotule.
L'articulation s'est pliée en arrière avec un bruit de bois vert qui se casse. Le troisième est resté en arrière, les yeux se rétrécissant alors qu'il réévaluait. Il était plus intelligent, plus prudent. De l'autre côté de l'allée, Juno se battait comme un homme élevé dans la violence dès l'enfance, même saignant, même épuisé. La tête de dragon se déplaçait avec une grâce mortelle. Il a bloqué un coup de poing, a répondu avec un coude qui a brisé des dents, a esquivé un coup de couteau qui aurait ouvert son rein, mais il ralentissait. Le sang d'une entaille au-dessus de son œil s'est mélangé à la pluie, brouillant sa vision. « Qui êtes-vous » a-t-il crié par-dessus le bruit de la pluie en combat. Na a saisi une bouteille cassée dans les débris éparpillés dans l'allée, enfonçant le bord dentelé dans la cuisse du troisième attaquant sans hésitation. « Quelqu'un qui aurait dû continuer à rouler » a-t-elle rétorqué. 4 hommes le terre, 2 restants. Le chef n'a pas paniqué. Il a sorti un Glock de l'intérieur de sa veste, mais il ne l'a pas visé sur Juno. Il l'a visé directement sur la masse centrale de Na. « Auriez dû vous mêler de vos affaires » a-t-il dit, le doigt se resserrant sur la gâchette. Na a vu l'œil sombre du canon, a vu le doigt se contracter, a vu la mort approcher à 900 pieds par seconde. Elle ne pouvait pas esquiver, ne pouvait pas courir. Le calcul était simple et absolu. Puis Junho Bay s'est jeté entre eux. Le coup de feu a fendu la nuit comme le tonnerre. La balle a traversé l'épaule gauche de Junho, l'impact le faisant tourner. Le sang a éclaboussé la veste de Na en un motif de rose éparpillé. Il a chancelé mais il est resté debout, ses yeux gris trouvant les siens avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose entre la fureur et l'émerveillement. Des sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant. Le chef a regardé sa montre, puis a fait signe à son partenaire restant. « Repliez-vous maintenant. » Ils ont disparu dans le labyrinthe des allées aussi vite qu'ils étaient apparus. Mais avant de disparaître complètement, le chef s'est retourné. Ceci n'est que le début. Bas, le Gimryang tombera et tous ceux qui se tiendront avec vous. Puis il était parti, avalé par l'obscurité et la pluie. Na a rattrapé Juno alors que ses jambes fléchissaient, ses mains pressant contre la blessure versant du sang qui semblait chaud contre ses doigts froids. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous fait ça? » Sa voix s'est brisée malgré elle. « Vous ne savez même pas qui je suis. » Juno l'a regardé, son visage pâle à cause de la perte de sang, mais ses yeux toujours aussi vifs que du verre brisé. « Peut-être que je suis fatigué, » a-t-il murmuré, « de voir des gens mourir à cause de moi. » Le rugissement d'un moteur a traversé la pluie. Un SUV noir aux vitres teintées a dérapé pour s'arrêter à l'entrée de l'allée. 4 hommes en sont sortis, armes à la main, se déplaçant avec une précision militaire. Celui de devant avait des traits coréens vifs et des yeux comme du silex. Dylan Cole, ancien Navy SEAL, le bras droit de Juno et l'homme le plus loyal de la famille Gimryang. Il a balayé la scène d'un seul regard. Les corps inconscients, le sang, les armes, et la femme dans une veste de livraison, ses mains couvertes du sang de son patron. Son arme s'est levée, pointée directement sur la tête de Na. « Éloignez-vous de lui tout de suite. » Juno a essayé de parler à travers la douleur. « Dylan, retirez-vous. Elle a sauvé. Monsieur, avec respect, taisez-vous. » La voix de Dylan était de la glace sur de l'acier. « Vous? » Il s'est concentré sur Nena. « Qui êtes-vous? Et pourquoi 4 exécuteurs Sejong sont-ils inconscients dans cette allée? » Les mains de Na étaient toujours pressées contre l'épaule de Juno, sentant son pouls contre ses paumes. Le sac de livraison gisait oublié sous la pluie à côté d'eux, son contenu éparpillé. Quelque chose à l'intérieur du sac faisait un bruit, un doux bip électronique qui s'accélérait. Son sang s'est glacé. « Tout le monde doit courir », a-t-elle dit doucement. « Je vous ai posé une question », a dit Dylan. « La livraison n'était pas de la nourriture. » Na l'a regardé et Dylan a vu quelque chose dans ses yeux qui a fait hésiter son doigt sur la gâchette. C'était une bombe.
Le bip s'est accéléré. Na a attrapé le sac et l'a lancé vers le cul-de-sac de l'allée avec tout ce qu'elle avait. Il a volé à travers la pluie, a heurté le mur du fond et l'explosion a transformé la nuit en jour. L'onde de choc les a tous projetés contre le mur opposé. Le son si fort qu'il semblait venir de l'intérieur du crâne de Na. Briques et mortiers pleuvaient, des alarmes de voitures hurlaient, le feu léchait les murs où le sac avait atterri, affamé et lumineux. Après coup, les dérailles bourdonnantes, les poumons brûlants de fumée et de cordite, Dylan a regardé la femme qui venait de leur sauver la vie. « Dernière chance », a-t-il dit. « Qui êtes-vous » Na a regardé John O'Bay, l'homme qui avait pris une balle pour elle, l'homme dont l'organisation avait involontairement financé le programme qui l'avait transformé en arme, l'homme qu'elle avait épargné il y a 5 ans sans qu'il sache que c'était elle. Pour la première fois en 14 mois de fuite, de cachette, de prétendre être quelqu'un de normal, Nina Roberts n'avait pas de réponse simple. Bonjour encore à mes chercheurs de sensations fortes et romantiques désespérés. Si vous êtes prêts à faire battre votre cœur, assurez-vous d'être abonné, cliquez sur j'aime pour réserver votre place et déposez un commentaire me disant de quelle ville vous regardez. C'est incroyable de nous voir tous connectés par la même envie d'une bonne histoire. Chaque interaction de votre part nous aide à grandir et à continuer le drame jour après jour. Prenez une profonde inspiration, videz votre esprit et laissez le reste du monde s'estomper. Plongeons. La question a suivi Na dans la luminosité fluorescente de l'aile privée du centre médical Harborview, où des hommes armés se tenaient devant sa porte et l'homme qu'elle avait sauvé dormait au bout du couloir avec un trou de balle qu'elle lui avait fait prendre. Ils ne l'ont pas gardé longtemps. 3 heures d'un médecin cousant une entaille à son avant-bras qu'elle n'avait pas remarqué avoir eu. Un détective de police posant des questions auxquelles elle répondait avec une vigueur exercée. Et puis ils l'ont relâchée dans le gris d'avant l'aube d'un matin de Seattle, qui sentait la pluie et l'échappement. Na n'est pas rentrée chez elle immédiatement. Elle a pris 3 bus différents, a fait demi-tour 2 fois, a regardé les reflets dans les vitrines pour des queues. Vieilles habitudes, le genre qui vous maintenait en vie quand respirer n'était pas garanti. Son appartement était dans la vallée de Heiner, 4e étage d'un bâtiment où l'ascenseur fonctionnait peut-être la moitié du temps, et le concierge acceptait de l'argent liquide et ne posait pas de questions. Ce n'était pas grand-chose. Un studio avec des carreaux de plafond tachés d'eau, une kitchenette avec 2 brûleurs fonctionnels, un matelas sur le sol et une fenêtre qui donnait sur un prêteur sur gage et un endroit d'encaissement de chèques. Mais c'était le sien, où ça l'avait été pendant 14 mois, assez longtemps pour presque oublier ce que c'était que de dormir avec un pistolet sous l'oreiller. Elle a déverrouillé la porte et a immédiatement su que quelqu'un était à l'intérieur. Ce n'était pas un son, pas une odeur. C'était quelque chose de plus profond, viscéral, une sensation de rampement à la base de son crâne à laquelle elle avait appris à faire confiance, plus qu'à ses propres yeux. Lavery avait appelé cela la perception de la menace. Na appelait cela la survie. Elle a laissé la porte ouverte. Route d'évasion. Sa main est allée au couteau gainé dans le bas de son dos, caché sous la veste de livraison qu'elle portait toujours. « Vous pouvez ranger la lame », a dit une voix depuis l'obscurité. Coréen avec accent masculin. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Na n'a pas rangé le couteau. Elle est entrée, laissant ses yeux s'habituer. L'homme était assis dans son unique fauteuil comme si c'était un trône. John O'Bay, ne saignant plus, ne pâlissant plus. Il portait un costume différent, gris anthracite, parfaitement taillé. Son bras gauche était dans une écharpe de soie noire brodée de fils d'argent valant plus de 3 mois de son loyer. « Comment m'avez-vous trouvé? » Sa voix était plate. Mort. Le vélo. Il a désigné le coin où son vélo électrique était appuyé contre le mur. L'entreprise exige des traceurs GPS. Je possède l'entreprise. La mâchoire de Na s'est serrée. Le service de livraison qu'elle avait choisi spécifiquement parce qu'il payait en espèces demandait une carte d'identité minimale.
ne faisait pas de vérification d'antécédents. Elle aurait dû savoir que rien n'était jamais vraiment hors du réseau. Vous devez partir. Je le ferai. Jono n'a pas bougé. Après que vous ayez entendu ce que j'ai à dire, je ne vous dois rien. En fait, si. Il a sorti une tablette de près de la chaise, a tapoté l'écran et l'a tourné vers elle. Vous avez laissé une empreinte digitale sur le bâton télescopique, celui tenu par l'homme dont vous avez brisé la clavicule. Le sang de Na s'est glacé. L'image sur l'écran était un rapport médico-légal. Son empreinte partielle, claire comme le jour, à côté d'une correspondance de base de données qui n'aurait pas dû exister, car Nina Roberts était un fantôme. Un nom choisi au hasard, un numéro de sécurité sociale qu'elle avait acheté dans une gare routière de Portland. Mais la correspondance n'était pas avec Nina Roberts. C'était avec le sujet Sept. La police de Seattle fait passer chaque empreinte par des bases de données fédérales, a dit Juno doucement. Le FBI a une alerte sur cette empreinte particulière, de même que le département de la Défense, de même qu'une agence qui n'existe officiellement pas mais a un budget plus grand que la plupart des pays. Lavieri. J'ai effacé le rapport, a-t-il continué. Il n'a jamais atteint les serveurs fédéraux. Autant que quiconque le sait, cette empreinte appartient à un chauffeur-livreur sans antécédent qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Na l'a regardé fixement. L'homme qu'elle avait sauvé. L'homme qui tenait maintenant toute sa vie entre ses mains parfaitement manucurées. Pourquoi? Parce que je suis curieux. Jono a posé la tablette. 4 hommes, 6 secondes. Vous avez bougé comme si la mort avait un emploi du temps. J'ai vu des soldats, des assassins, des opérateurs des forces spéciales. Vous êtes quelque chose d'autre. Je ne suis personne. Vous êtes un mensonge. Ses yeux gris l'ont épinglé. Un mensonge très bien construit. Mais je suis bon pour trouver la vérité. Na a senti les murs se refermer. L'appartement qui avait été un sanctuaire pendant 14 mois s'est soudainement senti comme une cage. Elle pouvait le tuer. Elle avait tué des hommes pour moins que ça. Ses doigts se sont resserrés sur la poignée du couteau. Vous êtes calculatrice, a observé Jono, ne bougeant toujours pas. Évaluation de la menace, distance, anglais. Vous vous demandez si vous pouvez m'atteindre avant que je ne déclenche l'interrupteur de l'homme mort sur mon téléphone, qui enverra votre vrai dossier à toutes les agences de renseignement de l'hémisphère occidental. Il ne bluffait pas. Elle pouvait le sentir, la certitude froide rayonnant de lui comme le givre hivernal. Que voulez-vous? Vous avez vu l'attaque ce soir. 6 hommes, professionnels, coordonnés. Jono s'est penché en avant et la douleur a vacillé sur son visage avant qu'il ne la contrôle. Quelqu'un à l'intérieur de mon organisation me vend. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas jusqu'où ça va. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Vous ne me faites pas confiance, non. Son sourire était froid. Mais je vous possède. C'est mieux que la confiance. Les mots ont frappé comme une gifle. Na voulait argumenter, se battre, lui dire qu'il ne possédait rien. Mais ils connaissaient tous les deux la vérité. Elle avait passé 14 mois à fuir la vieillerie, vivant d'argent liquide et de peur, un pas devant un gouvernement qui la considérait comme sa propriété. Quelle est l'offre? Travailler pour moi, sécurité personnelle, mon ombre. Jono s'est levé lentement, favorisant son épaule blessée. La guerre arrive. J'ai des ennemis de tous les côtés. Quelqu'un a essayé de me tuer ce soir et a failli réussir. J'ai besoin de quelqu'un qui peut voir ce que mes propres gens ne peuvent pas. Et après la guerre, je supprime le fichier définitivement. Vous disparaissez. Je ne vous contacterai plus jamais. Na l'a étudié. Un caractère même de menace sur mesure et de calcul froid. La tête de dragon de Gimryong, un homme qui avait pris une balle pour elle sans connaître son nom. Il y a autre chose, a-t-elle dit. Quelque chose que vous ne me dites pas. L'expression de Junho n'a pas changé, mais quelque chose a bougé derrière ses yeux. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Vous avez raison. Il s'est dirigé vers la porte, lent et délibéré, comme un prédateur qui ne craignait pas d'être attaqué par derrière. Mais vous le comprendrez assez tôt. Vous semblez bon pour résoudre des énigmes.
Il s'est arrêté au seuil, la regardant en arrière. Dans la lumière jaune du couloir, son visage semblait sculpté dans la pierre. « Mon chauffeur viendra vous chercher demain à 18 heures. Habillez-vous convenablement. Nous allons dans un endroit où le sang et l'argent se rencontrent. » Puis il était parti, laissant Na seul avec l'empreinte digitale qu'il avait condamnée. Et le choix qui n'en était pas un du tout. Elle a verrouillé la porte, s'écria, a sécurisé la chaîne puis est allée à l'ordinateur portable caché sous la latte de plancher lâche. Routage de tours de cryptage de qualité militaire. Le genre de paranoïa qui l'avait maintenu en vie. Elle a tapé Syndicate John Ryong, John Obey. Les premiers résultats étaient ceux à quoi elle s'attendait. Crime organisé, trafic suspecté, blanchiment d'argent à travers des entreprises légitimes à travers le nord-ouest du Pacifique. Puis, elle a trouvé les divulgations financières, des dossiers publics d'une société écran enterrés 6 couches plus profondément. Goyong Enterprises avait été le principal investisseur dans un programme à budget noir du département de la Défense il y a 10 ans, Projet Aviary. Les mains de Na tremblaient alors qu'elle faisait défiler les documents. Le programme qui avait pris des enfants, les avait brisés, les avait reconstruits en armes. Le programme qui avait volé son nom, son passé, son humanité, et l'avait remplacé par des protocoles tactiques et la capacité de ressentir l'intention de tuer des autres. L'argent de John Obey avait payé pour cela. Son syndicat avait financé la torture qu'il avait faite. Et maintenant, il la possédait à nouveau. Nena a fermé l'ordinateur portable, est allée à la fenêtre et a regardé le soleil se lever sur une ville qui ne se sentirait plus jamais en sécurité. La veste de livraison était suspendue sur la chaise. Elle l'avait portée comme une armure, comme une preuve qu'elle était normale, humaine. Mais le sang séché dans le tissu racontait une autre histoire. Elle avait sauvé le diable. Et maintenant, elle lui appartenait. La voiture qui est arrivée à 18h n'était pas une voiture. C'était une déclaration. Une Bentley Continental GT bleu nuit avec des vitres teintées assez foncées pour cacher des péchés. Le chauffeur était une femme fin trentaine, coréenne, avec une cicatrice coupant son sourcil gauche et des yeux qui avaient vu des choses que Nena reconnaissait. Mademoiselle Roberts. Elle a ouvert la porte arrière. Monsieur B attend. Na s'est glissé dans le cuir qui sentait l'argent et la violence. La femme qui avait économisé pendant 14 mois pour s'offrir un passeport au marché noir était maintenant assise dans un véhicule valant plus que la plupart des maisons, portant des vêtements qu'elle n'avait pas achetés. Ils étaient arrivés à son appartement à 16h. 3 femmes, sans nom, portant des sacs de vêtements et des trousses de maquillage comme s'il s'agissait d'équipements tactiques. Elle l'avait déshabillée avec une efficacité clinique, ignorant ses cicatrices, la mesurant comme si elle était un mannequin. Maintenant, elle portait un costume sur mesure gris anthracite qui correspondait à la couleur de la fumée, coupé pour accentuer sa silhouette athlétique tout en dissimulant les armes qu'on lui avait dit qu'elle pouvait porter. La veste était doublée d'un matériau qui arrêterait d'une lame. Le pantalon avait des poches assez profondes pour des chargeurs de rechange. Quelqu'un avait compris la mission. Elles avaient aussi fait son maquillage très minimal, professionnel. Elles avaient laissé ses tresses box tranquilles, ce qu'elle appréciait, mais avaient ajouté de petites poignées en argent qui captaient la lumière. Na semblait appartenir au monde de John Obey. Elle détestait à quel point cela faisait du bien. La Bentley a glissé à travers le trafic du soir de Seattle, se dirigeant vers le sud, vers le quartier industriel. Le chauffeur n'a rien dit. Na a regardé la ville passer, mémorisant les itinéraires, notant les caméras, comptant les blocs jusqu'à la station de transport en commun la plus proche. Vieilles habitudes. Ils se sont arrêtés devant un entrepôt qui semblait abandonné de l'extérieur. Murs tagués de graffitis, fenêtres brisées, clôture en mailles de chaîne. Mais quand la Bentley est entrée dans l'allée, une section de la clôture s'est automatiquement écartée. Hydraulique, caméra de sécurité partout. L'intérieur du bâtiment était un monde différent.
Sols en béton poli, poutres en acier exposé peintes en noir mat, éclairage indirect qui projetait tout en ambre et d'ombre, luxe sculpté dans l'os industriel. Le chauffeur l'a mené par un couloir à un ascenseur privé. Ils sont descendus de 2 étages, peut-être 3. Quand les portes se sont ouvertes, le son l'a frappé comme une force physique. Le tripot clandestin était le chaos transformé en architecture. 100 personnes minimum, peut-être plus, entassées dans un espace conçu pour être à la fois exclusif et infini. Table de roulette, partie de poker avec des jetons qui semblaient représenter des hypothèques de maison, un bar qui brillait comme un hôtel. Tout était fumée et whisky, et la charge électrique de l'argent qui change de main. La peau de Nard a picoté. Trop de monde, trop de bruit. Elle s'est forcée à respirer à travers, à refouler la sensation de 100 battements de cœur différents, pressant contre sa conscience comme des mains. Vous le sentez, la voix venait directement derrière elle. Trop près. La main de Nard est allée à sa hanche avant qu'elle ne puisse s'arrêter. John Obey se tenait là, impeccable dans un costume 3 pièces de la couleur de minuit, son bras gauche raide contre son flanc, favorisant la blessure. Il semblait avoir été sculpté dans la même obscurité coûteuse que la pièce autour d'eux. Sentir quoi? La voix de Nard était tendue, la foule, la pression. Ses yeux étaient trop connaisseurs. C'est écrit sur tout votre visage. Nard n'a rien dit. Elle n'avait pas survécu aussi longtemps, en confirmant des suspicions. Juno est passé devant elle, se dirigeant vers le chaos. Elle a suivi parce que c'était le travail. Son ombre assez proche pour intervenir, assez loin pour chercher des menaces. La foule s'est écartée pour lui. Pas de manière évidente. Pas avec peur, mais de l'espace s'est ouvert néanmoins. La reconnaissance ondulant à travers la pièce comme une pierre jetée dans l'air calme. La tête de dragon était là. Ils se sont déplacés à travers les tables vers une section privée, délimitée par une corde de velours, et 2 hommes bâtis comme des congélateurs industriels. Juno a hoché la tête et ils se sont écartés. À l'intérieur se trouvait une pièce dans une pièce, une banquette en cuir, un bar privé, une fenêtre donnant sur l'étage principal qui était clairement un verre sans teint. « Asseyez-vous !» Juno a fait un geste vers la banquette. « Je travaille. Asseyez-vous quand même. Vous attirez l'attention. Debout là comme un agent des services secrets. » Na s'est glissé dans la banquette, se positionnant de manière à pouvoir voir les 2 sorties. Juno s'est assis en face d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher, cèdre et fumée. Une serveuse est apparue, jeune, nerveuse. Elle a posé 2 verres de whisky pur, puis s'est retirée. « Je ne bois pas au travail, a dit Na. Ce n'est pas une suggestion. » Juno a poussé un verre vers elle. « Tout le monde ici connaît mon visage. Ils doivent penser que vous êtes un rendez-vous, pas un garde du corps. Buvez. » Na a pris le verre, l'a porté à ses lèvres, n'a pas avalé. Vieux truc de barman. Faites que c'est l'air réel. John Ho a souri. Il avait remarqué. Vous ne faites confiance à personne, a-t-il dit. Je me demande pourquoi. Ils sont restés silencieux un instant. À l'étage en dessous, quelqu'un a gagné gros à la roulette. Des acclamations ont éclaté. Na a catalogué les visages, les sorties, les armes. Les 2 gardes à la porte portaient tous 2 des cigues. Le barman gardait sa main près de la caisse d'une manière qui suggérait qu'il y avait une arme scotchée en dessous. « Pourquoi suis-je vraiment ici? » a demandé Na. « Parce que je veux qu'il vous voie. » Juno s'est penché en arrière. Sa posture détendue était d'une manière ou d'une autre plus menaçante que la tension. Les gens qui ont essayé de me tuer sont dans cette pièce quelque part en train de regarder. Le pouls de Na s'est accéléré. Vous m'utilisez comme appât. Je nous utilise tous les 2 comme appât. Son sourire était perçant. S'ils pensent que je suis distrait par une belle femme, ils feront un mouvement. Et quand ils le feront, j'ai besoin que vous le voyiez venir. La mention décontractée de sa beauté a glissé sous les défenses de Na avant qu'elle ne puisse la bloquer. Elle détestait que cela l'affecte, détestait qu'une petite partie enterrée d'elle qui n'était pas.
Le sujet 7 a réagi à la chaleur dans ses yeux. « Quelqu'un arrive » a dit Ned doucement. Juno ne s'est pas retourné. « Qui ?» 3 hommes, des Asiatiques en costume coûteux. Celui de devant a une cicatrice de couteau sur la main droite. Ils essaient d'avoir l'air décontractés, mais leur rythme cardiaque est élevé. « Comment savez-vous que leur rythme cardiaque est élevé ?» Na n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Les 3 hommes se sont approchés de la corde de velours. L'homme de tête a légèrement incliné la tête devant Juno. Tête de dragon. Nous avons entendu parler de la nuit dernière. Affaire terrible. Terrible. Juno a acquiescé, son ton plat. S'il y a quelque chose que la famille Sunyong peut faire, il n'y a rien. Le renvoi de Juno était absolu. La mâchoire de l'homme s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil à Nena, calculant nouvelle acquisition, vieille amie. La main de Junho s'est étendue sur la table, couvrant celle de Na. Le contact était électrique, possessif et ne vous concerne pas. Les hommes sont partis. Mais Nena a senti leur malice persister dans l'air comme la fumée de cigarette. Ils vont essayer quelque chose ce soir, a-t-elle dit. Je sais. La main de Juno est restée sur la sienne, chaude et solide. Restez prêts. La nuit a progressé. Plus de visiteurs, plus de menaces voilées déguisées en préoccupation. Nena les a tous regardés, lisant les micro-expressions, les fréquences cardiaques élevées, l'intention qui pressait contre sa conscience comme une pression orageuse. Vers 23 heures, une serveuse s'est approchée de leur banquette. Différente de la précédente, plus âgée, elle portait une bouteille de whisky premium sur un plateau en argent. « Compliment de Monsieur Lee », a-t-elle dit, en la posant. Na a attrapé le poignet de Junho avant qu'il ne puisse atteindre la bouteille. Non. Les yeux de la serveuse se sont écarquillés. « Coupable. Partez, Na !» Lui a dit. La femme s'est enfuie. Juno a regardé la bouteille, puis Nina. « Empoisonné ou drogué ?» Son intention semblait fausse, comme du verre brisé. « Son intention semblait fausse », a répété Junho lentement. « Qu'êtes-vous » Avant que Na ne puisse répondre, la serveuse de tout à l'heure est apparue. La jeune nerveuse. Elle avait un plateau de boissons et se dirigeait vers leur banquette, mais elle a trébuché. Le plateau a basculé. Un verre plein de liquide sombre a éclaboussé la chemise et la veste de Juno. « Je suis tellement désolé. » La fille semblait mortifiée. « Je suis tellement désolé, monsieur. » Juno s'est levée, le liquide goûtant de ses vêtements. Son expression était illisible. « C'est bon, je vais me changer. » Il a regardé Nena. Vidé la pièce. Na l'a suivi à travers une porte derrière le bar dans un couloir privé. Plus de portes, chacune marquée de plaques discrètes. Stockage, bureau, privé. Juno a ouvert la porte marquée privé. À l'intérieur se trouvait une chambre. Vraie chambre. Lit king size avec des draps de soie noire. Salle de bain privée. Un placard. Vous gardez une chambre dans votre tripot, a dit Na. Je garde une chambre dans la plupart de mes propriétés. Attendez ici, il a disparu dans la salle de bain. Na a balayé la pièce. Pas de compartiment caché. Pas de surveillance évidente. Elle a vérifié le placard. Costumes, chaussures, tout était précisément organisé. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Juno a émergé torse nu. Na a arrêté de respirer. Elle avait déjà vu des hommes sans chemise. Elle avait tué des hommes sans chemise. Mais c'était différent. Il était différent. Le tatouage sur sa poitrine était maintenant entièrement visible. Un dragon, noir et gris, s'enroulant de sa clavicule jusqu'à ses côtes, crachant du feu qui semblait lécher son sternum. Magnifique et terrible. Mais c'est la cicatrice qui l'a fait figer. Une ligne déchiquetée, pâle contre sa peau, allant de juste en dessous de sa clavicule gauche jusqu'à sa cage thoracique. Précision chirurgicale. Le genre de coup porté par quelqu'un qui savait exactement où frapper pour désactiver sans tuer. Il y a 5 ans, une cible montante, une petite fille qui s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Na lui avait donné cette cicatrice. Vous regardez. La voix de Juno l'a ramené au présent.
La cicatrice. Na a réussi. Qu'est-il arrivé? Jono l'a regardé, son expression lointaine. Il y a 5 ans, une tentative d'assassinat. Ma première, en fait, j'étais négligent, stupide. J'avais ma nièce avec moi, l'emmenant dîner. L'assassin aurait pu me tuer, m'avait à sa merci. Il a touché la cicatrice, la traçant, mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont coupé assez profondément pour me marquer, pour me prévenir, et puis ils ont disparu. Je n'ai jamais su pourquoi ils m'ont laissé vivre. La bouche de Na était sèche. Elle pouvait se souvenir de cette nuit avec une clarté cristalline. Le poids de la lame, la façon dont son corps avait bougé pour protéger l'enfant, la décision qu'elle avait prise en une fraction de seconde et qui l'avait hantée pendant des années. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi bons qu'ils le pensaient, a-t-elle dit avec prudence. Non. Jono a sorti une chemise fraîche du placard. Blanche, impeccable. Ils étaient parfaits. C'est ce qui m'a effrayé. Quelqu'un d'aussi habile choisissant de ne pas me tuer signifiait que je leur devais une vie. Je les ai cherchés depuis. Il a enfilé la chemise, a commencé à la boutonner. Na a regardé ses doigts travailler. Élégant et précis. Pourquoi? A-t-elle demandé. Parce que je veux savoir ce qu'ils ont vu en moi qui valait la peine d'être sauvé. Il a attaché le dernier bouton, l'a regardé. Ou s'ils regrettent leur choix. L'air entre eux était chargé, dangereux. Na avait l'impression d'être au bord d'un précipice. Nous devrions y retourner, a-t-elle dit. Junho s'est approché, non menaçant, mais délibéré, jusqu'à ce qu'il y ait quelques centimètres entre eux, et elle pouvait sentir la chaleur émanant de sa peau. Vous savez quelque chose, a-t-il dit doucement. À propos de l'attaque, à propos de ce soir, à propos de moi, je peux le voir dans vos yeux. Vous ne savez pas ce que vous voyez. J'en sais assez. Sa main s'est levée, ne la touchant pas, juste planant près de son visage. Vous êtes terrifié par moi, mais pas parce que vous pensez que je vais vous faire du mal. Vous êtes terrifié parce que vous savez exactement de quoi je suis capable. Parce que vous le reconnaissez. Le poule de Na martelait. Elle pourrait le tuer tout de suite, mettre fin à cela avant que cela ne devienne quelque chose qu'elle ne pourrait pas contrôler. Mais elle ne l'a pas fait. Nous devrions y retourner, a-t-elle répété. Jono a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'un homme qui venait de confirmer une suspicion. Oui, a-t-il dit. Nous devrions. Ils sont retournés à la banquette. La nuit a continué, mais tout avait changé. Na pouvait sentir la conscience de Junho sur sa peau comme de la chaleur, pouvait sentir sa curiosité comme un prédateur tournant autour de sa proie. Il savait qu'elle mentait. Il ne savait juste pas à propos de quoi. Pas encore. Le gala d'entreprise s'est tenu à la Columbia Tower, 46e étage, avec des vues s'étendant du Puget Sound aux montagnes Cascades. Verre, acier et argent. Tant d'argent que vous pouviez le sentir dans la climatisation. Na l'a détesté immédiatement. L'invitation était arrivée 3 jours après le tripot. Jono devait faire une apparition à un événement caritatif. Quelque chose concernant le financement de programmes artistiques pour la jeunesse défavorisée. L'ironie d'un seigneur du crime faisant des dons à des causes d'enfants n'était pas perdue pour Na, mais elle avait rapidement appris que la façade publique de Junho était immaculée. Philanthrope, entrepreneur, le genre d'homme profilé dans le magazine Seattle. Elle avait été de nouveau équipée, cette fois une robe, noire longue jusqu'au sol, avec une fente sur la cuisse gauche, assez haute pour accéder au couteau à lame céramique qui y était attaché. Le tissu était une sorte de matériau technique qui ressemblait à de la soie, mais arrêterait une lame. Chair et mortel comme tout dans le monde de Jono. Ses tresses étaient coiffées en haut, exposant la colonne de sa gorge. Des boucles d'oreilles en diamant qui étaient probablement réelles. Des talons qui ajoutaient 7,6 cm et servaient d'armes si nécessaire. Na s'est regardée dans le miroir et a à peine reconnu la femme qui la regardait. La Bentley l'a récupérée à 7 heures.
Juno était déjà à l'intérieur, portant un smoking qui le faisait ressembler au péché en laine italienne. Il l'a examiné d'un seul regard qui ressemblait à un toucher. « Vous vous apprêtez bien, a-t-il dit. Vous aussi. » Ils sont arrivés élégamment en retard. Le trajet en ascenseur était silencieux, mais Nena sentait la pression monter à chaque étage. Au moment où ils ont atteint le 46e, ses mains tremblaient. « Vous êtes nerveuse, a observé Juno. « Je vais bien. Vous mentez. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un mur de son et de corps. 200 personnes minimum entassées dans un espace conçu pour une circulation élégante. Chandeliers en cristal, quatuors à cordes, serveurs avec des plateaux de champagne se frayant un chemin à travers la foule. Na est sorti et le monde a basculé. Cela l'a frappé tout d'un coup. Le poids collectif de 200 battements de cœur, 200 intentions, 200 systèmes nerveux déclenchant anxiété et ennui et faim et luxure et agression, tout se mélangeant en une cacophonie qui n'était pas un son, mais une sensation plus profonde. L'empathie forçait à travers ses terminaisons nerveuses comme une tension. Elle avait déjà ressenti cela dans les foules, à l'entraînement. Avant qu'elle ne soit brisée, son souffle est devenu court. La sueur perlait à ses tempes malgré la climatisation. Nina. La voix de Juno était perçante. Qu'est-ce qui ne va pas? Trop de monde. Les mots sont sortis étranglés. La main de Juno a trouvé le boss de son dos. Ferme, en cran. Restez avec moi. Il l'a guidé à travers la foule. Mais chaque personne qu'il dépassait était une autre fréquence ajoutée au statique. Un homme d'affaires calculant mentalement un rachat hostile. Une mondaine brûlant d'envie devant les bijoux d'une autre femme. Un serveur rayonnant d'épuisement et de ressentiment. Na a tout ressenti. Au moment où ils ont atteint le bar, elle tremblait. Juno a commandé 2 boissons qu'elle n'a pas enregistrées, puis l'a dirigée vers le balcon. L'air nocturne était froid et propre. Na l'a bu à grandes gorgées, essayant de se vider la tête. « Parlez-moi, a dit Junho. « Je ne peux pas faire ça. »« Pourquoi? » Na l'a regardé. Cet homme qui l'avait fait chanter pour qu'elle le serve, qui possédait sa liberté, qu'elle avait failli tuer il y a 5 ans, et elle était tellement fatiguée de mentir. « Je les sens, a-t-elle dit doucement. Tous, leur peur, leur colère, leur intention. C'est comme du statique dans ma tête. Trop d'informations, trop de bruit. Juno est resté silencieux un long moment. Le balcon était privé, fermé par du verre, séparé de l'étage principal. Seattle scintillait en dessous d'eux, indifférente et vaste. « Depuis combien de temps avez-vous cela ?» a-t-il demandé finalement. « Toujours depuis que j'étais enfant, mais ils l'ont aggravé. Le programme, ils l'ont amélioré, l'ont militarisé. » Le rire de Na était amer. « Je peux sentir quand quelqu'un veut me tuer. Le sentir de la même manière que vous sentez la température. Cela m'a rendu très bonne dans ce que je faisais jusqu'à ce que cela me brise. »« Lavery, a dit Junho. La tête de Na s'est redressée. « Comment faites-vous? » « Je vous ai recherché, ou plutôt j'ai essayé de le faire. Sujet Seb, c'est comme ça qu'il vous appelait. » Il s'est rapproché, son corps bloquant la vue de la fête à l'intérieur. « J'ai trouvé la trace du financement il y a 3 jours. Mon syndicat a financé ce programme. L'argent de mon père avant que je ne prenne la relève. »« Je sais. » La voix de Na était froide. Je l'ai trouvé aussi. Est-ce que ça change quelque chose entre nous? Ça change tout. Vous avez payé pour qu'ils me détruisent. Je ne savais pas. Pour la première fois, le contrôle de Junho s'est fissuré. Quelque chose de brut est apparu. Mon père a fait des affaires que je suis encore en train de découvrir. Mais vous avez raison. Ce sang est sur les mains de ma famille. Na voulait le haïr, aurait dû le haïr. Mais debout là, sentant son remords sincère presser contre ses sens comme une douleur physique, elle ne pouvait pas. « La foule, a-t-elle dit, j'ai besoin de sortir d'ici. Nous le ferons bientôt, mais d'abord. » Juno a levé la main, lui prenant le visage. Le toucher était doux, inattendu. Fermez les yeux. « Quoi? »
Faites-moi confiance. Et juste un instant. Na a fermé les yeux. Immédiatement, le bruit s'est intensifié. Elle a commencé à s'éloigner, mais l'autre main de John Ho s'est posée sur son épaule, l'ancrant. Maintenant, concentrez-vous sur moi, a-t-il dit doucement. Juste moi, mon rythme cardiaque, mon intention. Bloquer tout le reste, cela n'aurait pas dû fonctionner. Mais sa présence était différente. Non pas vide, mais immobile comme une eau profonde. Son intention n'était ni agressive, ni craintive, ni calculatrice. Elle était concentrée, singulière, fixée sur elle avec une intensité qui traversait le statique. Na s'est concentré sur cette immobilité, l'a laissé devenir un bouclier. Lentement, le bruit a reculé. Pas disparu, mais gérable. Elle pouvait respirer. Mieux. La voix de Junho était près de son oreille. Mieux. Na a ouvert les yeux. Il était plus proche qu'avant. Son visage à quelques centimètres du sien. Dans la pénombre, ses yeux semblaient presque noirs. « Vous ressentez trop », a-t-il murmuré, « et je ne ressens rien. » Le programme pour lequel ils vous ont construit était conçu pour créer des super soldats capables de prédire les attaques. L'entreprise de mon père m'a rendu insensible à la violence. Nous sommes tous deux des monstres, Nena. Juste des types différents. Je ne suis pas un monstre. Oui, vous l'êtes. Moi aussi. Mais peut-être. Son pouce a effleuré sa pommette. Peut-être que les monstres sont ce dont chacun a besoin pour survivre. Le moment s'est étiré. Na a senti ses défenses s'effondrer. A senti quelque chose de dangereux et d'indésirable éclore dans sa poitrine. Envie. Pas le genre que le programme avait brûlé en elle, mais quelque chose de plus profond. Le désir d'être vu, d'être connu. Jono s'est penché plus près. La porte du balcon s'est ouverte en trombe. Un homme ivre a trébuché, riant, traînant une femme en robe rouge. Ils ont vu Jono et Na, ont gelé, puis se sont retirés avec des excuses marmonnées. Le sort s'est rompu. Na a reculé, mettant de l'espace entre eux. Distance professionnelle. Nous devrions faire une apparition. Montrez votre visage. L'expression de Jono était illisible. Bien sûr, ils sont retournés à la fête. Les boucliers de Na étaient plus forts maintenant. La technique que Junho lui avait montrée, aidant à filtrer le bruit. Elle pouvait fonctionner. Ils ont fait le tour. Junho l'a présenté comme son associé. Assez vague pour signifier n'importe quoi. Les gens ont supposé ce qu'ils voulaient. Petite amie, maîtresse, garde du corps. Na, les ont laissé supposer. Vers minuit, ils se sont retrouvés dans un cercle de conversation avec des cadres de la technologie et des membres du conseil municipal. Discussions polies sur des projets de développement et des incitations fiscales. Nina se tenait légèrement derrière Juno, balayant les visages, lisant les intentions. Un homme était différent, membre du conseil municipal selon son badge. Il continuait de jeter des coups d'œil à Gung-ho avec quelque chose qui ressemblait à de la peur masquée par de l'amabilité. Na s'est penché près de l'oreille de Gung-ho. Le conseiller. 3 heures, Raon. Il est terrifié par vous, mais fait semblant. Gung-ho n'a pas réagi extérieurement. Il a continué sa conversation sur le développement du front de mer. Mais plus tard, quand ils se sont déplacés vers un autre groupe, il a murmuré « Le conseiller me doit de l'argent. 2 millions de dettes de jeu. Il a évité la collecte. Il prévoit de fuir. » Na a dit « Je peux le sentir. Il est déjà en train de faire ses valises mentalement. » Bon à savoir, ils sont partis à 1h du matin. Le retour a été calme. La tête de Na palpitait à cause de la surcharge sensorielle, mais c'était gérable. Elle s'est appuyée contre le cuir, les yeux fermés. « Vous avez bien fait ce soir, » a dit Junho. « J'ai survécu. C'est tout ce que nous faisons tous. » La Bentley a déposé Nena à son appartement. Junho n'est pas descendu. Mais avant qu'elle ne ferme la porte, il a attrapé son poignet. « Ce que vous m'avez dit ce soir ?» a-t-il dit à propos de sentir les intentions des gens. « J'ai besoin que vous sachiez que mon intention envers vous est compliquée. Je veux vous utiliser pour vous garder prêt parce que vous êtes utile,
Mais je veux aussi, il a marqué une pause, choisissant ses mots. Je veux aussi vous garder prêt parce que vous êtes la première personne en des années qui me regarde et voit le monstre sans broncher. Na a retiré son poignet doucement. C'est parce que je suis un monstre aussi. Exactement. Elle l'a laissé dans la voiture et est montée. Dans son appartement, elle a enlevé la robe chère, les armes, l'armure, et est restée sous la douche jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Quand elle a finalement dormi, elle a rêvé de salles de bal remplies de statiques hurlantes et d'un homme aux yeux gris qui se tenait au centre du chaos comme l'œil d'un ouragan, toujours concentré, fixé sur elle. Et pour la première fois en 5 ans, Nena n'était pas sûre si elle était la chasseuse ou la chassée. L'appel est arrivé à 3 heures du matin. Na s'est réveillée, sa main déjà sur l'arme sous son oreiller. Souffle coupé, cœur battant. Le téléphone a vibré à nouveau. Le numéro de Jono. Quoi? Elle a répondu. Nous avons un problème, j'envoie une voiture. La ligne est morte. 20 minutes plus tard, Nana était à l'arrière d'un SUV se dirigeant vers le port de Seattle. Le chauffeur était Dylan, le bras droit de Gulliho, l'ancien SEAL aux yeux de silex. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait prise. « Quel est le problème? » a demandé Na. « Vous verrez. Ils ont roulé jusqu'aux docks industriels, un labyrinthe de conteneurs maritimes et de grues qui ressemblaient à des géants endormis dans l'obscurité. Le SUV s'est arrêté à côté d'un entrepôt éclairé de l'intérieur par des lumières de travail intenses. Na a suivi Dylan à l'intérieur. L'entrepôt était énorme, mais la majeure partie était vide. Au centre, sous les lumières, se trouvaient 3 conteneurs maritimes. Leurs portes étaient ouvertes. Junho se tenait devant eux, portant un jean et un pull noir, ressemblant moins à un seigneur du crime qu'à un professeur d'université très dangereux. Autour de lui, 6 hommes en tenue tactique tenaient une position, armes prêtes, scannant les menaces. « Montrez-lui », a dit Jono à Dylan. Dylan a mené Na au premier conteneur. À l'intérieur se trouvaient des caisses, standards. Il en a ouvert une avec un pied de biche. Na a regardé à l'intérieur et son sang s'est glacé. Pas de drogue, pas d'armes. Des flacons, des centaines d'entre eux, chacun rempli de liquide de la couleur de l'eau des océans profonds. Bleu, luminescent sous les lumières de travail. Elle savait ce que c'était avant que Dylan ne le dise. Composé Vicette, a-t-il confirmé. Même que le Dodi utilisait dans les programmes d'opération noire. Sérum de super soldats. Les mains de Na ont commencé à trembler. Elle les a serrées en poing. D'où cela vient-il? Expédition interceptée, a dit John Ho, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle. Elle était censée aller à Songyong, la famille rivale. Mais mes gens y sont arrivés en premier. Na a regardé les flacons. Chacun représentait un enfant enlevé, une vie détruite, une âme créée. On lui avait injecté ce composé V7 pendant des mois, jusqu'à ce que son corps le métabolise, jusqu'à ce que son système nerveux se recable pour ressentir les impulsions électriques d'autres humains. « Pourquoi Sejong voudrait-il ça? » a demandé Na. Sa voix était creuse. C'est ce que nous essayons de comprendre. Dylan a croisé les bras. Aucune valeur marchande, aucun usage récréatif. C'est de la biotechnologie de qualité militaire. Quelqu'un relance le programme. Na a dit, la réalisation a frappé comme de l'air froide. L'aviary, ils utilisent les syndicats pour trafiquer le composé afin qu'il ne puisse pas être retracé jusqu'au gouvernement. L'expression de Junho s'est assombrie. Vous êtes certain que cela ne finit pas entre des mains criminelles par accident. Quelqu'un au sein de votre organisation facilite cela. Qui? Nena a fermé les yeux, a laissé sa conscience s'étendre. Les 6 hommes armés, Dylan, Jono. Elle a senti leurs intentions comme des signaux radars. Les hommes armés, alertes, concentrés, loyaux. Dylan, méfiant, protecteur de Juno, profondément incertain à propos de Nena. Jono, colère, trahison. Quelque chose d'autre en dessous qui ressemblait à de la détermination. « Pas ici, a dit Nena. Qui que ce soit n'est pas ici.
Nous avons un suspect, a dit Dylan. Lieutenant Park, il a fait des voyages non autorisés au dock. Conversation privée. Son compte bancaire montre des dépôts qui ne correspondent pas à son salaire. Faites-le venir, a ordonné Juno. Ils se sont déplacés vers une autre section de l'entrepôt. Quelqu'un avait aménagé une salle d'interrogatoire improvisée. Chaises en métal boulonnées au sol, lampe de travail, très civilisée. 20 minutes plus tard, ils ont fait venir le lieutenant Park. Fin de la quarantaine coréen. Bâti comme un bulldog, 2 gardes le tenaient d'entre eux. Tête de dragon, a dit Park, sa voix tendue. Je peux t'expliquer. Expliquer, a dit Jun-ho froidement. Ils ont assis Park sur la chaise. Dylan a posé les questions pendant que Jun-ho regardait. Na se tenait dans l'ombre, se concentrant sur l'état émotionnel de Park. Peur, terreur véritable à en perdre les entrailles, mais pas de culpabilité. Je ne sais rien de l'expédition, a insisté Park. J'ai rencontré quelqu'un. Oui, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que c'est? Dylan s'est penché, menaçant. Les yeux de Park sont allés vers Nena, puis sont revenus vers Juno. J'ai rencontré une femme, ma fille, d'une relation précédente. Elle a des dettes. Je l'ai aidée. Les dépôts proviennent de la vente d'articles personnels pour obtenir de l'argent. Dylan a sorti des photos. Park rencontrant une jeune femme dans des cafés. Des parcs, toujours publics, toujours de jour. Na ait ressenti la honte de l'homme, sa peur de décevoir Juno, son désespoir de protéger sa fille, mais pas de trahison. Il ne ment pas, a dit Nena depuis l'ombre. Tous les regards se sont tournés vers elle. Comment savez-vous, a exigé Dylan. Na est entré dans la lumière et regardez Park. Vous avez honte, êtes embarrassé, terrifié. Mais vous n'êtes pas coupable de trafic. L'expression de Park s'est effondrée. Je jure sur ma vie, tête de dragon. Je ne ferai jamais ça. Je vous crois, a dit Jun-ho doucement. Dylan s'est redressé. Monsieur, avec respect, libérez-le. Le ton de Jun-ho ne laissait aucune place à l'argumentation. Ils ont démenotté Park. Il s'est incliné profondément, s'est retiré. Quand il est parti, Dylan s'est tourné vers Nena. Comment saviez-vous? Expérience. Jun-ho l'a étudié. Si ce n'est pas Park, alors qui? Na ne voulait pas le dire, ne voulait pas exprimer le soupçon qui s'était développé depuis qu'elle avait ressenti la première onde de trahison dans l'entrepôt. J'ai besoin de sentir tout le monde près de vous, a-t-elle dit finalement. Votre cercle intime, un par un. Au cours des 3 heures suivantes, ils les ont fait venir. Lieutenant, conseiller, comptable. Chaque personne s'est assise en face de Nena pendant qu'elle lisait. Loyal, 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 cupide mais loyal, effrayé mais loyal. Puis ils ont fait venir Min-sok, l'oncle, figure paternelle de Juno, l'homme qui l'avait élevé après la mort de ses parents. Fin de la soixantaine, élégant à la manière des vieux criminels qui avaient survécu assez longtemps pour devenir des légendes. Na l'a ressenti dès qu'il est entré. Trahison, profonde et acide, pas le genre superficiel, mais fondamental, le genre qui s'était calcifié en un but. Oncle Jun-ho l'a salué chaleureusement. Merci d'être venu. Bien sûr, neveu. Tout pour la famille. Les mots étaient justes, le ton était juste, mais Nena a senti le mensonge en dessous comme une lame. Elle a croisé le regard de Jun-ho et secoué la tête minutieusement. L'expression de Jun-ho n'a pas changé. Il a continué la conversation, posant des questions sur les affaires familiales routinières. Mais Nena a vu sa posture changer, l'a vu traiter la trahison. Quand même Soke est parti, Jun-ho est resté silencieux un long moment. « Vous êtes certaine, a-t-il dit finalement. Oui, il m'a élevé, m'a tout appris. Je sais les mains de Jun-ho se sont serrées. Pourquoi? Na avait passé la dernière heure à y penser, sentant les bords de la haine de Mok, et elle avait réalisé quelque chose. Votre père, a-t-elle dit prudemment. Que savez-vous de sa mort? Jun-ho s'est tourné vers elle. Accident de voiture il y a 15 ans. Est-ce vous certain? Dylan,
qui était resté silencieux, a pris la parole. Il y avait toujours des rumeurs. Certains disaient qu'il était une taupe travaillant avec les fédéraux. Le visage de Jono s'est durci. C'étaient des mensonges. Des familles rivales propageant des rumeurs. L'éteint-elle, a demandé Na doucement. Parce que la haine de votre oncle semble personnelle, profonde, comme s'il attendait depuis des années une vengeance. L'attaque dans l'allée? Na a réalisé à voix haute, les pièces s'emboîtant enfin. L'équipe d'assassins était Sang Young, mais la bombe dans mon sac. L'ordre de livraison venait d'une société écran liée à votre oncle. Il a envoyé une bombe et une équipe d'assassins. Il voulait s'assurer absolument que vous ne sortiez pas de cette allée, mais il a échoué. John Ho a dit, alors il a attendu. Il attendait le V7. Nina a réalisé qu'il ne pouvait pas vous vendre à l'Aviary tant qu'il n'avait pas le sérum qu'il voulait. C'est pourquoi il est resté silencieux pendant 3 semaines. Il sécurisait la cargaison. La vérité s'est installée sur eux comme des retombées. Si le père de Juno avait été un informateur, alors Mesoke verrait toute la lignée comme souillée, corrompue, quelque chose à purger. Il me vend à l'Aviary, a dit Nina. Échangeant ma localisation contre quoi? Légitimité. Un nouveau syndicat purgé de l'héritage de votre père. Junho a attrapé son téléphone. Je l'appelle. On fixe un rendez-vous. On met fin à ça. Nina a attrapé son poignet. Il saura que vous savez. Il s'enfuira ou se cachera. Alors que suggérez-vous? Na y a pensé. Au composé, à l'Aviary, à la haine patiente et calculée de Minsk. Il prépare quelque chose de plus grand que de simplement me vendre. Elle a dit, le composé, le trafic, tout est lié. Nous devons le laisser penser qu'il gagne, le laisser faire son coup. Et puis le sourire de Na était froid. Puis je fais ce pourquoi j'ai été entraîné. Jono l'a regardé un long moment. Puis il a hoché la tête. Ils ont quitté l'entrepôt alors que l'aube se levait sur Seattle. La ville semblait propre de loin, innocente, mais Nena savait mieux. Les monstres ne se cachaient pas seulement dans l'obscurité. Parfois, ils vous élevaient, vous enseignaient, vous aimaient, puis ils vous trahissaient avec la patience d'une araignée chasseresse. L'invitation est arrivée par coursier, manuscrite sur du papier coûteux. L'écriture élégante de Min invitant Juno à un sommet de paix au dock d'expédition, territoire neutre, pour discuter de la fin de la guerre avec Sang Young avant que plus de sang ne soit versé. Na tenait le papier et sentait la malice en rayonner comme de la chaleur. « C'est un piège », a-t-elle dit. Ils étaient dans le penthouse de Juno, vert et acier surplombant Elliott Bay. Le genre de richesse qui faisait que les 14 mois de pauvreté de Nena ressemblaient à un rêve fiévreux. « Je sais », a dit Gumho. Il se tenait à la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville qu'il dirigeait depuis l'ombre. « Alors n'y allez pas. Je dois y aller. » Na s'est déplacé pour se tenir à côté de lui. « Il vous tuera. C'est tout l'intérêt. »« Probablement. Alors pourquoi? » Parce que c'est la famille. Le reflet de Junho dans le verre semblait fatigué. Parce que malgré tout, j'ai besoin de le regarder dans les yeux et de l'entendre le dire. Qu'il me hait assez pour détruire tout ce que mon père a construit. Il a marqué une pause, sa main se resserrant légèrement dans sa poche. Ma sœur et ma nièce sont déjà à Zurich, en sécurité. L'oncle ne peut plus les toucher maintenant. Je suis la seule fin lâche restante. Na est compris. Elle avait eu besoin de la même chose de sa mère quand elle avait appris la vérité sur l'Aviary. Avait besoin d'entendre la confirmation qu'elle avait été vendue, marchandisée, jetée. « Je viens avec vous », a-t-elle dit. Non, ce n'est pas une demande. Jono s'est tourné vers elle. Ils vous tueront aussi. L'Aviary sera là. Votre mère, ils vous veulent de retour, Nena. Morte ou vivante. Jetez, la voix de Na était calme, mais je suis fatigué de courir. Et vous m'avez sauvé la vie dans cette allée. Je vous rends l'appareil. Pourquoi? La dette est payée. Vous avez été mon ombre pendant des semaines. Je pourrais vous libérer tout de suite, supprimer le fichier, vous laisser disparaître.
Na s'était posé la même question. Pourquoi rester? Pourquoi risquer tout pour un homme qui l'avait fait chanter, qui avait involontairement financé sa torture? Mais la réponse était simple et compliquée, parce que vous êtes la première personne qui m'a regardé et a vu un monstre et n'a pas bronché, a-t-elle dit doucement. Parce que quand vous êtes près de moi, le bruit s'arrête, parce qu'elle n'a pas fini. Ne pouvait pas. Juno s'est rapproché. Sa main est venue lui prendre le visage, son pouce effleurant sa pommette. Parce que nous sommes les mêmes, a-t-il terminé pour elle. Deux personnes trop endommagées pour être autre chose que honnêtes l'une avec l'autre. Oui, il s'est penché, ses lèvres ont effleuré les siennes, douces et interrogatives. Na a figé pendant un battement de cœur, puis l'a embrassé en retour. Ce n'était pas doux, c'était désespéré. Le baiser de deux personnes qui savaient qu'elles allaient probablement mourir et voulaient goûter quelque chose de réel avant de la fin. Quand ils se sont séparés, Juno a posé son front contre le sien. « Si nous survivons à ça, a-t-il commencé. « Nous ne le ferons pas, a dit Na. « Si nous survivons à ça, a-t-il continué. « Je veux connaître votre vrai nom, pas Sujette Sept, pas Nina Roberts, le nom que vous aviez avant qu'il ne le prenne. » La gorge de Na s'est serrée. « Je ne m'en souviens pas. » « Alors nous vous en ferons un nouveau. » Les chantiers navals à minuit ressemblaient à un cimetière pour l'industrie. Des conteneurs empilés comme des pierres tombales. Des grues se profilant dans le ciel. Le Puget Sound clapotait contre les quais, l'eau noire et infinie. Na et Junho sont arrivés dans la Bentley. Juste eux deux. Dylan avait voulu amener une armée, mais Junho avait refusé. MSOC s'attendrait à une démonstration de confiance. Ils sont sortis. Na portait un équipement tactique sous un long manteau. Junho était dans son costume comme une armure. Le point de rencontre était un espace dégagé entre les conteneurs. Des lumières avaient été installées, très théâtrales. MSOC se tenait au centre, flanqué de 4 hommes que Nena ne reconnaissait pas. Ni Gumri, ni Seng Yong, d'allure militaire, des entrepreneurs du gouvernement. Son estomac s'est serré. Neveu, Moke les a salués. « Merci d'être venu, mon oncle. » La voix de Juno était froide. « Sautons les mondanités. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'héritage de votre père. » Les mots ont plané dans l'air comme une sentence de mort. Mon père était une taupe. Le calme de Misoke s'est brisé. Il nous a vendus à la CIA pour l'immunité, a brûlé de bons hommes, détruit des familles, tout ça pour sauver sa propre peau. Ce n'est pas vrai. Si, la voix de Minsuk tremblait de décennies de rage. Je vous ai protégé de la vérité. Je vous ai élevé, vous ai appris, espérant que vous seriez différent. Mais vous êtes son fils, son sang, et le sang ne change pas. Vous le haïssez d'être une taupe, Juno a dit, désignant Vance. Pourtant, vous êtes là, mon oncle, côte à côte avec le gouvernement fédéral. Vous n'avez pas purifié la lignée. Vous avez juste changé de maître. D'autres silhouettes ont émergé entre les conteneurs. Équipement tactique, vision nocturne, au moins une douzaine. L'hyperempathie de Na est flamboyée. Intention de tuer, intention de tuer, intention de tuer. Et puis elle est apparue. Directrice Vance, chef de l'aviarie, fin de la cinquantaine, noirceur, athlétique, avec les yeux de Na et la structure osseuse de Na et absolument zéro chaleur. La mère biologique de Na, sujet sept, a dit Vance, sa voix cliniquement détachée. Il est temps de rentrer à la maison. Na a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. À la maison? Le programme a besoin de vous. Nous avons affiné le processus, éliminé les points de rupture. Vous pourriez aider à former la prochaine génération. Vous voulez que je vous aide à torturer des enfants? Je veux que vous serviez votre pays. Juno s'est légèrement déplacé devant Nina. Une petite chose protectrice, Myoari, touchant le fils de la taupe et l'arme défaillante. Mais cela se termine ce soir. La main de Juno est allée à sa ceinture. Na a senti la tension collective monter en flèche.
chaque arme braquée sur eux. « Ne faites pas », a dit Na doucement. Mais l'expression de Juno était gravée dans la pierre. « Je ne mourrai pas à genoux. »« Vous n'avez pas à mourir du tout, » a dit Vance. « Le sujet 7 vient avec moi. Vous partez. Vivez votre vie. Le syndicat se dissout. Tout le monde gagne. Sauf Nina, a dit Juno. Nena n'existe pas. Elle est propriété du gouvernement. Juno a regardé Nena. Dans ses yeux, elle a vu la question. Elle a répondu en tirant son arme. Les docks ont explosé. Des coups de feu ont fendu la nuit. Na a agi par instinct. La mémoire musculaire a pris le dessus. Elle a attrapé Juno, l'a tiré derrière un conteneur alors que des balles étincelaient sur l'acier. Ils ont couru. Les docks étaient un labyrinthe, des conteneurs empilés 3 de haut, créant des couloirs et des impasses. L'équipe tactique a poursuivi avec une précision professionnelle. Na les sentait, 12 signatures, s'étalant pour couper les voies d'évasion. Par ici a-t-elle sifflé, tirant Junho à gauche. Ils sont entrés dans un couloir entre les conteneurs. La pluie a commencé à tomber. Bien sûr que oui. La bénédiction et la malédiction perpétuelle de Seattle. L'esprit de Na a parcouru les scénarios. Ils étaient en infériorité numérique, sous-équipés, encerclés. Mais elle avait des avantages. Elle pouvait les sentir venir. « Stop !» a chuchoté Na. Ils se sont pressés contre un conteneur. Junho respirait fort, son arme prête. Na, et fermé les yeux, a étendu sa conscience. 4 signatures approchent par l'avant, 2 par l'arrière, 6 autres s'étendent pour flanquer. Nous sommes dans une zone de tir à mort, a-t-elle dit. Option, nous la transformons en leur zone de tir à mort. Les lumières se sont éteintes, toutes. Le quai entier a plongé dans une obscurité si absolue que Nena ne pouvait pas avoir sa main devant son visage. Quelqu'un avait coupé le courant. Dylan, ça devait être lui. Il ne les aurait pas laissés venir seuls malgré les ordres. Dans l'obscurité, l'hyper-empathie de Nena a flamboyé comme un phare. Elle pouvait sentir chaque intention hostile, chaque formation tactique, chaque battement de cœur. « Juno », a-t-elle murmuré, « donne-moi ta main. » Il l'a fait. Elle a entrelacé ses doigts avec les siens. « Je vais te guider. Fais-moi toujours confiance. » Non. La tirer en avant dans le noir absolu, se déplaçant à travers le labyrinthe de conteneurs au seul toucher. Mais elle n'était pas aveugle. Elle pouvait sentir les positions ennemies comme des signatures thermiques. Stop. Elle a respiré. 3 pas en avant, angle gauche, tiré à 10 heures. Bas. Juno a tiré. Un cri, un corps heurtant le béton. Reculé. 5 pas. Tournez à droite. Ils se déplaçaient comme des danseurs, les coordonnées murmurées de Na. La confiance inébranlable de Juno. Dans l'obscurité, ils sont devenus un organisme unique. 9 euros, couteau proche. Juno s'est retourné et a tiré. L'attaquant est tombé, mais les munitions de Na étaient limitées. Juno n'avait plus qu'un chargeur. « Nous devons bouger », a dit Nena. Ils ont couru plus profondément dans le labyrinthe. La pluie tombait maintenant à verse, rendant le sol glissant. Le manteau de Na était trempé. Ses tresses pendaient lourdement. Ils ont débouché sur une zone ouverte. Des conteneurs disposés en cercle. Plus de lumières tactiques se sont allumées, aveuglantes après l'obscurité. 6 hommes, armes pointées, et la directrice Vance debout au centre. « Assez !» a crié Vance. « Sujet sept, c'est terminé. » Na a levé son arme. Juno a fait de même. « Je n'ai jamais été votre sujet, » a dit Nena. « J'étais votre fille pour la première fois. » L'émotion a vacillé sur le visage de Vance. C'était il y a longtemps, avant que vous ne deveniez utile. J'avais 7 ans. Vous étiez un potentiel. Vous l'êtes toujours. Posez l'arme. Na a senti la présence de Junho à ses côtés. Solide, inébranlable, le seul point immobile dans le chaos. Elle a pensé à la fille qu'elle avait été, le nom dont elle ne se souvenait pas. La mère qui l'avait regardée et avait vu une marchandise au lieu d'une enfant.
Et elle a pensé à l'homme qui l'avait fait chanter pour qu'elle le serve, puis lui avait montré que les monstres pouvaient choisir ce qu'ils devenaient. Non, a dit Na, elle a tiré. Pas sur Vance, mais sur la lumière tactique au-dessus d'elle. Elle a explosé, plongeant cette section dans l'obscurité. Puis Na a fait ce pourquoi elle avait été entraînée. Elle est devenue l'arme. Le premier homme est mort avant de pouvoir traiter son mouvement. La lame de Na a trouvé son artère fémorale avec une précision chirurgicale, le genre qui lui avait fait répéter 10 000 fois jusqu'à ce que la mémoire musculaire la rende plus rapide que la pensée consciente. Le sang a giclé chaud contre sa main. Le choc et la douleur de l'homme ont frappé son empathie comme une onde de choc. Mais elle a traversé cela, se déplaçant déjà vers la cible suivante. Le second s'est tourné vers le son, le halètement humide de son partenaire mourant, et elle était déjà derrière lui. Ses bras se sont enroulés autour de sa gorge, exploitant tout le poids de son corps. Le claquement de ses vertèbres était distinct, même par-dessus la pluie. Sa peur a disparu instantanément, remplacée par rien. De l'air vide là où une conscience avait été. L'état de Berserker était différent du combat normal. C'était l'endroit où son hypernempathie fusionnait avec la mémoire musculaire, où Na cessait de penser en mots et ne faisait que ressentir les micro-intentions avant qu'elles ne deviennent des actions. La décision en une fraction de seconde de tirer, d'esquiver ou de frapper. Elle se déplaçait dans le combat comme de l'eau, trouvant des fissures dans la pierre, contournant les obstacles avant qu'ils ne se forment complètement. Jono a tiré par rafale contrôlée de 3 coups, couvrant ses flancs. Il travaillait dans parfaite synchronisation. Elle sentait quand il avait besoin de recharger avant qu'il ne le fasse, changeant de position pour lui offrir une couverture. Il anticipait ses mouvements avec le genre de confiance qui venait de voir quelqu'un devenir exactement ce qu'il était censé être. Le troisième homme a balancé son fusil comme une matraque, essayant de créer de la distance. Na s'est baissé sous l'arc et a enfoncé sa paume dans son plexus solaire. Des côtes se sont brisées. L'air a explosé de ses poumons. Avant qu'il ne puisse récupérer, son coude a trouvé sa tempe. L'impact l'a projeté de côté contre un mur de conteneur. Il a glissé, inconscient ou mort. Nena n'a pas vérifié. Le quatrième a sorti un couteau, une lame tactique qui attrapait la lumière. Na l'a vu venir avant qu'il ne saisisse complètement la poignée. A senti son intention monter en flèche comme l'éclair avant le tonnerre. Elle a attrapé son poignet en plein coup, a tordu jusqu'à ce que les tendons se déchirent, puis a redirigé son propre élan. La lame qu'il destinait à sa gorge a ouvert la sienne à la place. Des projections artérielles ont peint le sol glissant de pluie. Le cinquième et le sixième ont essayé de se retirer. L'entraînement tactique l'emportant sur l'agression. Intelligent, mais pas assez intelligent. Les balles de Juno les ont trouvées en plein centre, 3 coups chacun, des regroupements professionnels qui témoignaient d'heures au stand de tir. Quand la pluie s'est dissipée et la fumée s'est calmée, 6 corps gisaient dans la boue, et Nena se tenait au centre, la poitrine haletante, couvert de sang qui n'était pas le sien. Jono l'a regardé, non avec horreur, mais avec autre chose, de la compréhension, de la reconnaissance. Il l'a juste regardé devenir complètement le monstre, et il n'avait pas détourné le regard. « Na », a-t-il dit doucement. Elle s'est tournée vers lui, du sang goûtant de ses mains, la pluie le lavant lentement. « Je sais ce que tu es maintenant », a dit Gunho. « Ce que tu peux faire et je n'ai pas peur. » Na a senti quelque chose craquer en elle. Un dernier mur qu'elle avait maintenu. « Tu devrais l'être », a-t-elle murmuré. Jono a comblé la distance entre eux, a pris son visage ensanglanté dans ses mains. « J'ai eu peur toute ma vie », a-t-il dit. « De devenir mon père, d'être faible, de me soucier de qui que ce soit. Mais avec toi, pour la première fois, j'ai peur des bonnes choses, de te perdre, de ne pas être assez fort pour te protéger. Je n'ai pas besoin d'être protégé. Je sais. C'est pourquoi je t'aime. » Les mots ont flotté entre eux. Impossible. Vrai. Na l'a embrassé, désespéré, s'appropriant. La pluie tombait d'averse et le sang s'est lavé.
Et pendant un moment parfait, il n'était que deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité. Puis la voix de Vance a traversé la pluie, touchante. Mais vous êtes toujours encerclés. Ils se sont séparés. D'autres équipes tactiques ont émergé des ombres. Au moins 20. Ils étaient à court de munitions, à court d'options. Mais Na a ressenti autre chose. Une autre présence familière. MSOC est entré dans la lumière, tenant un détonateur. « J'ai piégé le distributeur de gains », a-t-il dit calmement. « Un cadeau des anciens contacts de votre père. Si j'appuie sur ça, 3 pâtés de maison brûlent. » L'expression de Jono est devenue froide. « Vous tueriez des centaines de personnes juste pour me détruire, pour purifier la famille. » « Oui. » Vance a souri, intelligent. « Je prendrai le sujet 7. Vous pouvez avoir votre vendetta. » Tout s'effondrait. Na a senti le poids des choix impossibles l'écraser. Et puis, elle a ressenti autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant à travers son empathie de Juno. Une décision se formant. « Absolue, finale. Non, a-t-elle dit, sachant ce qu'il prévoyait. Mais Juno s'était déjà avancé. « Je vous propose un marché, a-t-il dit à Vance. Prenez-moi à la place. » Vance a incliné la tête, étudiant Juno comme s'il était un spécimen intéressant. « Je n'ai pas besoin de vous. Vous avez besoin de financement. » La voix de Juno était stable. Malgré la pluie et les armes, le budget noir de l'Aviary a été coupé il y a 2 ans. J'ai vu les rapports. Vous êtes à court de carburant. Mais j'ai accès à des comptes offshore d'une valeur de 3 milliards de dollars. Introuvables, complètement liquides. Le sang de Na s'est glacé. « Jono, ne faites pas ça. » Tout ça, a-t-il continué. En échange de la liberté de Na permanente. Pas de surveillance, pas de traçage. Et dans le port, et vous ne la cherchez plus jamais. L'expression de Vance a changé. Calcul d'intérêt. 3 milliards, c'est une offre généreuse. Mais je ne fais pas affaire avec des criminels. Vous êtes debout dans un chantier naval menaçant d'enlever une femme contre sa volonté tout en travaillant avec un homme tenant une bombe. Jono a dit sèchement, « Ne prétendons pas que l'un d'entre nous a la supériorité morale. » Moke rit. « Audacieux. Tout comme votre père. Juste avant qu'il ne nous vende, Junho l'a ignoré. Avons-nous un accord? Montrez-moi les comptes. » Juno a sorti son téléphone et tapoté plusieurs écrans, l'a tourné pour le montrer à Vance. Même de loin, Nina pouvait voir les chiffres. Plusieurs comptes. Suisse, Îles Caïmans, Singapour. De l'argent réel. Assez pour reconstruire l'Aviary 10 fois. Vance s'est approché, étudiant le téléphone. Code de transfert. Quand Na sera en sécurité, elle ne sera jamais en sécurité. Les yeux de Vance ont jeté un coup d'œil à Nena. Elle en sait trop. Les méthodes du programme, les emplacements, les enfants que nous entraînons actuellement. Dès qu'elle sera libre, elle deviendra un fardeau. « Alors faites-moi tuer », a dit Na doucement. Après le transfert, vite et proprement. « C'est ce que vous voulez de toute façon, Nena. »« Non. » Juno a commencé. « C'est le seul moyen. » Na l'a regardé, cet homme qui l'avait fait chanter pour qu'elle le serve et qui était tombé amoureux de sa brisure. « Vous ne me devez rien. Acceptez le marché. Vivez. » L'expression de Juno était angoissée. « Je ne peux pas. Vous pouvez. Vous le ferez. » Na s'est tourné vers Vance. « Avons-nous un accord? Son argent contre ma coopération. Pas de combat. Je viens tranquillement. » Vance l'a étudié. Pourquoi cette reddition soudaine? Parce que je suis fatigué de courir. Fatigué d'avoir peur. Si je dois être une arme, mieux vaut choisir qui me manie. C'était un mensonge, Na ait senti le soupçon de Vance monter en flèche. Mais il y avait aussi de la cupidité. 3 milliards pouvaient tout reconstruire. Transférez l'argent d'abord, a dit Vance. Jono a hésité. Na lui a fait un signe de tête. Faites-le. Il a commencé les transferts. Nena a regardé l'écran du téléphone. Elle regardait sa liberté s'épuiser par tranches de 100 millions. Quand ce fut fait, Vance a vérifié son propre appareil
et sourit. Confirmé. Ravi de faire affaire. Elle a levé son arme à viser Nena. Attendez, Juno a bougé, mais deux opérateurs tactiques l'ont attrapé. Vous avez dit coopération. J'ai dit que je la prendrais tranquillement. Je n'ai jamais dit vivante. Le doigt de Vance s'est resserré sur la gâchette. Pas de fils à défaire. Na a senti l'intention monter en flèche, a senti la balle venir et elle a bougé, non pas s'éloignant, mais à l'envers. Elle a saisi une arme d'un des hommes à terre, a tourné et l'a pointé sur Juno. Tout le monde a gelé. Vous avez raison, mère, a dit Na, sa voix morte. La voix du sujet 7. Vide de tout sauf de précision clinique. Il n'est qu'un travail, juste un moyen d'arriver à une fin. Vous m'avez appris à ne jamais m'attacher aux actifs. L'expression de Juno s'est brisée. La trahison a inondé ses traits. Le genre de douleur qui vient de croire que vous avez trouvé quelqu'un qui vous comprend complètement, seulement pour découvrir que c'était une performance. Ses yeux gris sont passés de choqués à dévastés, à résignés en l'espace d'un battement de cœur. Na a senti sa douleur à travers son empathie comme une lame à sa poitrine. A senti le moment exact où sa confiance s'est brisée, mais elle a gardé son expression froide, vide, calculatrice. Laissez Vance voir seulement ce qu'elle attendait, l'âme qu'elle avait créée, choisissant finalement la survie plutôt que le sentiment. Bon choix, sujet 7, a dit Vance. Un plaisir authentique réchauffant son ton clinique. Tuez-le. Prouvez votre loyauté au programme. Montrez-moi que je n'ai pas échoué. Vous êtes exactement ce que vous avez été conçu pour être. Le doigt de Na reposait sur la gâchette. Le Six Hour était stable dans sa prise à deux mains. Elle a regardé Juno, l'homme qui l'avait fait chanter pour qu'elle le serve, puis lui avait montré que les choses brisées pouvaient choisir ce qu'elles devenaient. L'homme qui avait pris une balle pour elle, qui lui avait appris à gérer les foules, qui l'avait regardée couverte de sang et lui avait dit qu'il l'aimait. Ses yeux ont retenu les siens, et en eux, impossiblement, elle a vu le pardon, la compréhension, une confiance si absolue qu'elle lui a donné envie de pleurer. Un petit hochement de tête qui disait « Je sais ce que vous faites. » Astérisque. « Je suis désolé, » a chuchoté Na. La seule vérité absolue dans un océan de tromperie. Elle a tiré. La balle a frôlé l'oreille de Juno assez près pour que le flash du canon roussisse ses cheveux, que le claquement supersonique fasse bourdonner sa tête. Il a tressailli instinctivement, le sang montant là où le projectile avait caressé la peau, mais il ne l'a pas touché. La balle a traversé sa tête à 300 et a frappé le conteneur de gaz directement derrière Vance. La rupture a été instantanée. Propane pressurisé rencontrant une étincelle. L'explosion a fleuri comme une fleur faite de feu et de fureur. L'onde de choc a jeté tout le monde à terre. Les deux opérateurs tactiques les plus proches du conteneur ont simplement cessé d'exister, vaporisés dans la boule de feu initiale. Vance a été projeté en arrière, son arme s'échappant de sa prise. Dans le chaos, les cris, le feu, la fumée se mélangeant à la pluie, Na a laissé tomber son arme et a plongé vers Juno. Ses mains ont trouvé sa veste, le hissant sur ses pieds. « Courez !» a-t-elle crié par-dessus le rugissement du gaz brûlant. Ils ont couru. Derrière eux, d'autres coupes de feu ont retenti dans la nuit. Vance criant des ordres, sa voix rauque de fureur et d'inhalation de fumée. Mais la pluie et la fumée ont créé une couverture, transformant les quais en un labyrinthe d'ombre et de flashs, de museaux et de chaos. Na a tiré Juno à travers le labyrinthe de conteneurs, avec la certitude de quelqu'un qui pouvait naviguer par le seul toucher. Son empathie a flamboyé d'un blanc ardent, traquant chaque intention hostile les poursuivant. 6 signatures à l'est, 4 à l'ouest, d'autres venant du sud. Mais elle a ressenti autre chose aussi, quelque chose de familier coupant à travers les signatures hostiles comme un couteau à travers la soie. Dylan et 6 hommes de GM renvenant fort du nord. Elle a senti leur détermination, leur loyauté,
la volonté de faire d'extraire leur patron ou de mourir. Essayé de cette façon, Nena a tiré Jono à gauche puis à droite, zigzagant à travers les conteneurs avec le genre de précision qui ne venait que de voir le champ de bataille en 4 dimensions, espace, temps, intention et probabilité. Ils ont éclaté du labyrinthe dans une zone de chargement ouverte. Le SUV blindé de Dylan est dérapé pour s'arrêter à 6 mètres de là. La porte latérale s'est ouverte en volant avant que le véhicule ne s'arrête complètement. Les lumières intérieures créant un phare de sécurité dans l'obscurité. « Montez !» a crié Dylan par-dessus le rugissement du moteur. Na et Junho ont plongé à l'intérieur, leur corps s'emmêlant alors qu'ils heurtaient les sièges en cuir. La porte oscillait encore quand Dylan a fui l'accélérateur. Le SUV a fait un bond en avant avec la puissance d'un moteur modifié pour exactement ce genre d'extraction. Des coups de feu ont ricoché sur la coque blindée comme une pluie mortelle. Des fissures en toile d'araignée sont apparues sur la vitre arrière. Le verre pare-balles faisait son travail, tenant malgré des impacts qui auraient brisé des vitres normales en éclats mortels. Na a regardé en arrière à travers le verre fracturé. A vu Vance debout sous la pluie et la lumière du feu, son arme levée, son visage tordu par le genre de rage qui venait d'une victoire volée à la dernière seconde possible. A vu des hommes trempés avec son détonateur, criant quelque chose que Na ne pouvait pas entendre par-dessus le moteur et les coupes de feu. Son visage déformé par des décennies de haine enfin exprimée. Puis Dylan a pris un virage serré et ils étaient partis, avalés par le labyrinthe industriel de Seattle. À l'intérieur du SUV, Na s'est effondré sur le siège, respirant difficilement. Jono était assis à côté d'elle, la main pressée contre son oreille qui saignait. « Tu m'as eu une seconde, a-t-il dit. J'ai vraiment cru, je sais, Nina ne pouvait pas le regarder. Je l'ai senti. Votre croyance que je vous avais trahi, ça m'a presque tué, mais vous aviez besoin qu'elle le croie aussi. » Oui, Jono a tendu la main, a pris la sienne, leurs doigts entrelacés, tous deux glissant de pluie et de sang. « Nous ne sommes pas en sécurité, a dit Dylan de l'avant. Ils viendront après nous, toutes les deux. Je sais, a dit Jono. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas. Na l'a regardé. Que voulez-vous dire? Junio a sorti à son téléphone, lui a montré un écran différent. Des comptes bancaires, mais pas vides. Vous avez transféré l'argent, a dit Na, confuse. J'ai transféré de l'argent depuis des comptes que je contrôle, mais que je ne possède pas. Actifs criminels saisis à Sangyong. Quand les fédéraux les traceront dans environ 3 heures, ils verront qu'ils mènent directement aux avoirs offshore de mon oncle. Le sourire de Juno était perçant. L'Aviary vient d'accepter 3 milliards de dollars de fonds fédéraux volés. Vance va en prison et votre oncle sera lié à la fois au trafic et au vol. Le syndicat va se déchirer, se battant pour la succession. Juno s'est penché en arrière. J'ai tout brûlé. Tout ce que mon père a construit. Tout ce que j'ai hérité. Pourquoi? Il l'a regardé. Parce que vous aviez raison. Le sang ne change pas. Et je suis fatigué d'être le fils de mon père. Na en a ressenti la vérité. La finalité. Où allons-nous? A-t-elle demandé doucement. N'importe où. Partout. Jono lui a serré la main. Mais d'abord, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Il a sorti un petit appareil de sa veste. Il était brut, enveloppé de ruban isolant, avec une carte de circuit imprimée, fissurée visible au centre. Le récepteur du sac de livraison, a-t-il dit, passant son pouce sur le plastique brûlé. Je l'ai trouvé dans les débris de l'allée, à moitié fondu, mais la puce de fréquence a survécu. Je l'ai recablé pour déclencher les charges au dock, et je vais le déclencher au dock dès que nous serons clairs. Détruire tout le composé V7, m'assurer qu'il ne pourra jamais être utilisé pour fabriquer plus d'armes. Ils penseront que nous sommes morts, a réalisé Nena. Exactement. Le SUV a traversé les rues de Seattle avant l'aube. Dylan a conduit en silence, suivant les indications de Junho. Na a senti le poids du choix, la liberté qu'il offrait, la mort de leurs anciennes identités. « Faites-le », a-t-elle dit.
Le doigt de Jono est plané sur la gâchette. Ensemble, Nena a posé sa main sur la sienne. Ensemble, ils ont appuyé. Derrière eux, à des kilomètres. Maintenant, les docks de Seattle ont explosé en feu. Les nouvelles l'ont appelé le pire accident industriel de l'histoire de Seattle. L'explosion au dock d'expédition a tué 14 personnes, détruit 3 entrepôts et causé des dommages estimés à 200 millions de dollars. Les enquêteurs ont trouvé des traces d'explosifs de qualité militaire mélangés à du gaz naturel, suggérant soit du terrorisme, soit une défaillance catastrophique dans des opérations criminelles qui ont mal tourné. Parmi les morts, Juno Bay, chef présumé du syndicat Gwimriang, et une femme non identifiée. Leurs restes étaient trop fragmentés pour une identification traditionnelle. Les dossiers dentaires étaient un peu concluants. Les tests à ADN ont trouvé des tissus de 17 individus différents mélangés dans la zone d'explosion. 2 corps, ou peut-être 3, incinérés au-delà de toute reconnaissance. Le département de police de Seattle a classé l'affaire après 6 semaines. Aucun proche n'est venu réclamer les restes de Juno. La femme non identifiée est restée Jane Doe numéro 7 dans la base de données médico-légales. La directrice Melissa Vance a été arrêtée 3 jours après l'explosion. Le FBI enquêtait sur des irrégularités financières dans un programme classifié lorsqu'un renseignement anonyme les a menés à 3 milliards de dollars de fonds fédéraux volés. Des actifs cachés détournés par la famille Sang-Yong, transférés vers des comptes offshore enregistrés auprès de l'Aviary. Le scandale a atteint le Pentagone, des audiences du Congrès, des documents divulgués, des photos d'enfants qui avaient fait partie du programme. L'Aviary a été officiellement fermé à nouveau, cette fois avec des accusations criminelles. Vance attendait son procès dans un établissement fédéral, risquant la prison à vie. Le gouvernement avait classifié tout ce qui était lié à son programme, mais suffisamment de fuites ont permis aux journalistes d'investigation de reconstituer l'histoire. Des enfants enlevés, expérimentés, transformés en armes. Le sujet 7 a été mentionné dans les fichiers divulgués. Nom réel caviardé. Statut décédé. Perdu dans l'explosion des docks de Seattle, alors qu'on tentait de l'appréhender pour interrogatoire lié à des crimes fédéraux. Affaire classée. Min Suk Bay a disparu 2 jours après l'explosion. Certains ont dit qu'il s'était enfui en Corée du Sud, qu'il avait de la famille à Busan qui le cacherait. D'autres ont affirmé qu'il avait été tué par des loyalistes de Gwimriang qui le blâmaient pour la mort de la tête de dragon. Un corps correspondant à sa description a été retrouvé dans Elliott Bay 4 semaines plus tard, mais les tests ADN étaient peu concluants. La vérité est morte avec lui. Le syndicat Gwimriang s'est dissous par la suite. Des luttes internes, des guerres de succession, des enquêtes fédérales qui attendaient une ouverture sont finalement intervenues. Des actifs ont été saisis, des lieutenants arrêtés ou tués. L'empire que le père de Junho avait construit s'est effondré en moins de 3 mois, mais quelque chose d'inattendu a émergé des cendres. Une entreprise légitime, Guy Ryong Holdings LLC, dirigée par l'ancien lieutenant qui avait toujours préconisé de devenir légal. Ils ont transformé les actifs restants du syndicat en entreprise d'import-export, développement immobilier, entreprise technologique, blanchiment d'argent, disaient les cyniques. Mais l'entreprise payait des impôts, remplissait les documents appropriés, employait des milliers de personnes dans des emplois légitimes. Ce n'était pas parfait, probablement encore des liens avec des éléments criminels, mais c'était mieux que ce que c'était. Du bien est sorti des cendres après tout. 6 mois plus tard, l'île grecque de Santorin existait dans les cartes postales et les rêves. Bâtiments blancs, aux dômes bleus en cascade, le long des falaises volcaniques, comme des cascades gelées. La mer Égée s'étendait à l'horizon dans des nuances de bleu si intenses qu'elles semblaient artificielles. Des bateaux de croisière parsemèrent la caldeira. Des touristes encombrèrent les rues étroites d'Oya, prenant des photos du même coucher de soleil que des millions de personnes avaient photographié avant eux. Mais la villa tranquille sur la côte nord, loin des centres touristiques,
accessible uniquement par une route privée qui serpentait à travers les vignobles, restait invisible aux masses. Nina, non. Elena, maintenant elle devait se souvenir, était assise sur la terrasse surplombant la mer. Le soleil du matin chaud sur ses épaules. L'air sentait le sel et les herbes sauvages et le pain qui cuisait dans la boulangerie du village à 1 kilomètre de là. Elle prenait son petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner. Pas des barres protéinées consommées debout dans un appartement miteux, toujours prêt à courir. Pas de pizza froide de la veille. Un vrai petit déjeuner à une vraie table, portant de vrais vêtements qui n'étaient pas un équipement tactique. Yaourt grec, épais et acidulé, mélangé à du miel local qui avait le goût de fleurs sauvages et de soleil. Du pain encore chaud de la boulangerie, croûté de graines de sésame, des olives confites par la vieille femme qui possédait le vignoble. Un café qui avait été correctement préparé dans une cafetière à feu, créant une mousse si parfaite qu'elle était presque un péché. Elena portait une simple robe d'été, en coton blanc qui bougeait dans la brise. Ses 13 box étaient détachés aujourd'hui. Quelques manchettes en argent attrapaient la lumière du matin. Elle avait ajouté plus de perles au cours des derniers mois. Vert bleu, petits coquillages, décoratifs au lieu de tactiques. Ses pieds étaient nus. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois avant Santorin où elle était allée pieds nus dehors. Toujours des bottes, toujours prête à courir, toujours préparée à la violence. Des pas derrière elle mesurés, sans hâte. Elena ne s'est pas retournée. Elle l'avait senti approcher avant qu'il ne quitte la chambre. Sa signature émotionnelle était maintenant aussi familière que son propre battement de cœur. Cette immobilité qu'elle avait appris à utiliser comme ancre, le centre calme dans n'importe quelle tempête. Jun-ho, David, maintenant légalement, bien qu'elle continuait à l'appeler par son vrai nom en privé, est sorti de la villa portant un pantalon de laine ample et rien d'autre. Sa poitrine était nue, le tatouage de dragon visible au soleil, chaque écaille et flamme rendue avec un détail exquis sur son côté gauche, et la cicatrice, sa cicatrice, celle qu'elle lui avait donnée il y a 5 ans, dans un parking quand elle avait choisi la miséricorde plutôt que l'accomplissement de la mission. Il avait de l'air paisible, détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue pendant leur séjour à Seattle. Pas de costume, pas d'armes visibles. Ses cheveux étaient légèrement plus longs, touchant son col. Plus coiffé avec des produits chers, il avait un bronzage, un vrai brun hâlé par le soleil au lieu du teint pâle de quelqu'un qui vivait la nuit. Il avait l'air heureux. « Bien dormi ?» a demandé Elena, volant un morceau de son pain, mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Il s'est assis en face d'elle à la petite table, volant un morceau de son pain en représailles. Pas de cauchemar, ou du moins aucun dont je me souvienne au réveil. Pas de foule, a dit Elena. L'isolement de la villa était intentionnel. Leur voisin le plus proche était la famille du vignoble à 1 kilomètre de là. Le village était petit, peut-être 300 personnes, et la moitié d'entre elles étaient des habitants âgés, nés dans les mêmes maisons où leurs grands-parents étaient pommes. Pas de surcharge empathique. Je peux réellement fonctionner comme un humain normal. Ils avaient acheté la villa avec de l'argent liquide. De l'argent propre cette fois, acheminé via tant de comptes et de sociétés écrans que même un comptable légiste se perdrait dans le labyrinthe. Dylan les avait aidés à disparaître correctement. Nouvelles identités, nouvelle documentation, une piste papier qui montrait David Kim et Sarah Park. Frères et sœurs ayant hérité de l'argent d'un parent éloigné, achetant une propriété de retraite en Grèce. Ennuyeux, oubliable, exactement ce dont ils avaient besoin. « Est-ce que ça vous manque ?» a demandé Elena, observant son visage. Le pouvoir, l'empire, la peur dans les yeux des gens quand vous entriez dans une pièce. Jono a considéré la question sérieusement. Il le faisait toujours. Ne lui donnait jamais de réponse facile ou de mensonge confortable. Parfois, il admettait qu'il y avait une simplicité, une clarté. Je savais qui j'étais, ce que j'étais, ce qu'on attendait de moi. Il a regardé la mer,
les bateaux de pêche partant pour la prise du matin. Mais ensuite, je me souviens de ce que cela a coûté. L'isolement, la paranoïa, regarder tout le monde et se demander qui me trahirait en premier. Devenir le genre d'homme qui pouvait ordonner des exécutions et ne rien ressentir. Ses yeux gris ont rencontré les siens. C'est mieux. Prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner avec vous. Il a tendu la main sur la table, ses doigts se trouvant les siens. Se réveiller sans vérifier la présence d'assassins. S'endormir sans calculer qui pourrait se retourner contre moi pendant la nuit. Être David Kim, qui possède une petite villa et aide le vieil homme du vignoble à récolter les raisins, au lieu de John Obey, que les gens craignaient et haïssent à parts égales. Elena lui a serré la main. Elle a compris. Elle avait échangé le sujet 7, l'arme, l'actif, la chose qui ressentait trop et se brisait sous son poids, contre Elena, une femme qui pouvait marcher sur le marché du village sans que son empathie ne hurle. Qui pouvait s'asseoir dans la taverne locale et ne ressentir que le bruit de fond normal des émotions humaines au lieu d'une cacophonie écrasante. Une femme qui apprenait ce que le normal ressentait. J'y ai pensé, a dit Elena, à nous, à ça. Elle a désigné la villa, la mer, la vie qu'ils avaient construite sur les cendres de ce qu'ils avaient été. Ça semble temporaire, comme si nous nous cachions au lieu de vivre réellement. Nous nous cachons, a fait remarquer John Ho raisonnablement. Je sais, mais je ne veux pas que ça se ressente ainsi. Elena a retiré sa main, ayant besoin d'espace pour articuler ce qu'elle essayait de dire. Je veux construire quelque chose de réel ici. Pas seulement survivre, mais réellement vivre, planter un jardin, apprendre le grec correctement au lieu de juste des phrases de touristes, me faire des amis avec les voisins au lieu de les garder à distance tactique. Cela demande de rester au même endroit. Je sais, s'enraciner. Oui, devenir retrouvable si quelqu'un cherche toujours. Elena a croisé son regard. Cherche-t-il toujours? Jono est resté silencieux un instant. Puis il a sorti son téléphone. Celui d'urgence, crypté, qu'il vérifiait une fois par semaine pour des nouvelles de leurs anciennes vies. Il a navigué vers un article enregistré, l'a tourné pour le lui montrer. Le titre, ancien directeur d'un programme classifié condamné à la prison à vie, sans libération conditionnelle. Dessous, une photo de Vance étant conduite dans un tribunal fédéral. Combinaison orange, menottes. La femme qui avait vendu sa propre fille semblait petite, diminuée, complètement vaincue. La vieillerie est finie. Jono a dit que Vance est en prison. La plupart de son personnel a accepté des accords de plaidoyer et témoigne contre elle. Les dossiers du programme ont été scellés et enterrés si profondément qu'il faudrait un acte du Congrès pour y accéder. Le sujet 7 est officiellement mort, tué dans l'explosion de Seattle. Il a rangé le téléphone. Personne ne vous cherche. Personne ne me cherche. Nous sommes des fantômes. Des fantômes libres, et corrigé Elena. Des fantômes libres, a-t-il acquiescé. Un téléphone a vibré à l'intérieur de la villa. Leur autre ligne d'urgence, celle que seul Dylan avait. Ils se sont tous deux tendus automatiquement. De vieilles habitudes qui ne mourraient probablement jamais complètement. Jono est allé le chercher, est revenu avec le téléphone et un léger froncement de sourcils. Dylan, a-t-il dit, veut savoir si nous avons vu les nouvelles. Quelles nouvelles? Il a ouvert un site d'information coréen sur son téléphone habituel, l'a tourné pour lui montrer le titre. Le syndicat Goomerang se dissout. Une nouvelle direction forme des holdings d'affaires légitimes. En dessous, il y avait une photo. Le jeune lieutenant qui avait toujours plaidé pour la légitimité, signant des papiers lors d'une conférence de presse. Derrière lui, des logos pour des sociétés d'importation, des start-up technologiques, des firmes de développement immobilier. Gumriang Holdings LLC. Hein? A dit Elena. Peut-être que quelque chose de bon en est sorti après tout. De tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons détruit. Peut-être que Junho s'est rassis, mais son expression était distante, pensive. Mon père a bâti cet empire sur le sang, la peur et la corruption.
Je l'ai hérité et maintenu de la même manière. Mais maintenant, peut-être qu'il devient quelque chose de mieux, quelque chose qui emploie des gens, paye des impôts et ne laisse pas de corps sur son passage. Est-ce la rédemption? A demandé Helena doucement. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose. Ils sont restés dans un silence confortable pendant un moment, regardant la mer, regardant les bateaux de pêche revenir avec leur prise, regardant le monde continuer sans eux. J'y ai pensé, a dit Helena finalement. Oh non, à l'identité. Jono l'a regardé avec intérêt. Oui, Sarah Park est bien pour un passeport et des comptes bancaires, mais je veux un vrai nom, celui que je choisis pour moi-même, pas sujet sept, pas le nom aléatoire que j'ai choisi dans un annuaire téléphonique. Un nom qui signifie quelque chose. Comment voulez-vous être appelée? Helena y a pensé. À la fille qu'elle avait été, dont le vrai nom avait été effacé quand il l'avait prise à 7 ans. À l'homme qu'elle était devenue, désignée par un numéro au lieu de l'humanité. À la femme qu'elle apprenait à être, quelqu'un qui pouvait ressentir le spectre complet de l'émotion humaine sans s'y noyer. Helena, a-t-elle dit, ça signifie lumière, luminosité, la chose vers laquelle vous marchez quand vous avez été dans l'obscurité trop longtemps. Jono a testé le nom, l'a laissé reposer sur sa langue. Helena. Il a souri et cela a transformé son visage de beau à magnifique. Ça vous va bien. Helena Kim, Helena Park Kim, a-t-elle corrigé. Si nous devons être frères et sœurs sur le papier, autant partager le nom correctement. Helena Park Kim, a-t-il répété. Puis plus doucement. Et si nous cessons un jour d'être frères et sœurs sur le papier, alors quoi? Helena a senti la chaleur monter dans sa poitrine. Ils avaient été prudents depuis leur arrivée à Santorin, dormant dans des chambres séparées, maintenant la fiction de la famille, ne s'aventurant pas sur un territoire qui compliquerait leurs nouvelles identités soigneusement construites. Mais l'attraction n'était jamais morte. La connexion qui s'était formée dans le sang, la peur et la confiance désespérée, elle était toujours là, grandissant plus forte à chaque lever de soleil qu'ils regardaient ensemble, à chaque repas qu'ils partageaient. Chaque nuit, elle sentait sa présence dans la villa et se sentait en sécurité au lieu d'être chassée. Alors nous le découvrirons, a-t-elle dit doucement. Ensemble, comme nous avons découvert tout le reste, Jono a atteint sous la table. Helena a senti son intention avant de voir le mouvement. Pas de menace, jamais de menace de sa part, juste présence, connexion. Sa main a trouvé la sienne. Leurs doigts entrelacés, familiers et justes sur la table entre eux, invisibles à tout observateur hypothétique. Ils avaient tous deux des pistolets scotchés sous le meuble, de vieilles habitudes qui ne mourraient probablement jamais complètement. Le Glock qu'elle portait depuis Seattle, le SIG qu'il avait récupéré des quais. Ils étaient libres, mais ils étaient toujours qui ils avaient été. Toujours des âmes prétendant être humaines. Toujours des monstres apprenant à être des gens. Helena, a dit Gorho à nouveau, comme s'il testait la sensation du nom dans sa bouche. Comme une prière ou une promesse ou les deux. Que voulez-vous faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Helena a regardé l'eau, l'horizon où la mer rencontrait le ciel en une ligne si parfaite qu'elle semblait tracée vers le vaste avenir ouvert qui s'étendait devant eux pour la première fois de leur vie. Quelque chose de normal. Définissez normal, a-t-il dit avec un sourire. Je n'ai absolument aucune idée. Et ils ont ri. Cela semblait étrange, étranger. Bien. La livraison était enfin complète. Le colis qui avait tout commencé dans une allée pluvieuse de Seattle, la bombe destinée à tuer John Ho qui les avait plutôt sauvés, tous les deux avaient atteint sa destination. La file qui portait des bombes et des secrets et des traumatismes était partie. La tête de dragon qui avait régné par la peur et le calcul était parti. Ce qui restait, c'était deux personnes qui s'étaient trouvées dans les endroits les plus sombres et avaient choisi contre toute attente et logique de marcher ensemble vers la lumière. Le soleil s'est levé plus haut sur Santorin. Léger scintillait comme des diamants éparpillés sur du velours bleu.
Et deux anciens monstres ont pris leur petit déjeuner sur une terrasse surplombant le paradis, se tenant la main sous une table où des armes attendaient juste au cas où. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, ils étaient libres. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était